Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour Christelle. Au programme cette semaine du Waouh avec le Stade Toulousain qui régale et qui a frappé un grand coup en battant le quasi imbattable Leinster, champion d'Europe en titre. Du moins Waouh avec Toulon qui part en quenouille. Et une question après l'annonce de la liste pour les tests de novembre. Le veto de Bernard Laporte quant à l'appel de Villemc et de Raka est-il compréhensible ? On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin. Bonjour Clem. Salut Cricri. Arnaud Requena, bonjour Arnaud. Bonjour Christelle. Et Laurent Campistron en direct de loin. Salut Lolo. Bonjour, oui, en direct de Toulouse. Eh bien voilà, vous savez tous, c'est parti, flexion liée jeu. Le 10 septembre dernier, dans le 3e épisode du podcast, après la large victoire de Toulouse contre La Rochelle, on se demandait si on avait retrouvé le Stade Toulousain. C'était alors la 3e journée de Top 14 et Laurent Campistron, qui suit le stade et qui est une sorte de sage, nous disait justement qu'on n'était qu'à la 3e journée et que même si on avait vu de belles choses, il ne fallait pas s'emballer. Et puis ce week-end, Toulouse s'est offert le champion d'Europe. Le Leinster a vaincu depuis 10 matchs, avec des envolées à la toulousaine, avec du pick and go quand il a fallu du pick and go, avec des jeunes qui ont fait le job, avec un peu tout, pour pouvoir dire sans trop s'avancer cette fois, que le Stade Toulousain est redevenu le Stade Toulousain et que c'est du bonheur à regarder jouer, non Laurent ? C'est ça, grand sage ? Du bonheur à regarder jouer, en l'occurrence, c'est sûr que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi beau match à Ernest Vallon. C'est tombé hier face à la meilleure équipe d'Europe, le Leinster. Alors effectivement, ils les ont battus sur un match. Je suis pas certain que ce soit la même musique au match retour, évidemment, au Leinster. Oh, le rabat-joie. Si les deux équipes se croisent plus tard. Mais en tout cas, là, le public était vraiment enchanté. On a vu un super match. 20 premières minutes parfaites avec un pressing terrible des Toulousains qui ont asphyxié les Irlandais. Derrière, évidemment, ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu un coup de mou, puis ils ont réussi à reprendre l'avantage en fin de match dans les circonstances qu'on connaît, avec cette interception absolument incroyable de Madol. Et puis derrière, effectivement, on a cru revenir quelques années en arrière, à l'époque du Munster qui avançait, qui gardait le ballon dans les dernières minutes à coup de pick and go. Mais là, c'était de l'autre côté, c'était côté français. Et les Toulousains ont parfaitement maîtrisé cette fin de match. Eux qui avaient l'habitude de caler jusque-là en fin de match, quoi. Donc effectivement, alors est-ce qu'on a retrouvé le grand Stade Toulousain ? Je sais pas. On l'a retrouvé sur un match. Il va falloir qu'il confirme. C'était quand même une équipe très très remaniée, avec beaucoup d'absents, des suspendus, beaucoup de jeunes, mais qui ont prouvé sur ce coup-là qu'ils avaient vraiment le niveau, qu'ils pouvaient avoir le niveau pour rivaliser avec les meilleurs. Je pense à Marchand, le talonneur, à Verhaeghe, Ntama, même s'il n'a pas beaucoup joué, c'est difficile de se prononcer sur lui. Très bon match aussi du numéro 8, Célevasio Tolofoa. Qui remplaçait quand même Keno, pas évident, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu jusque-là et il a sorti un match magnifique, notamment décisif sur le premier essai de Guitoun, ou le deuxième plutôt. Toutes nos excuses à nos lecteurs d'ailleurs, il n'est pas mentionné dans les meilleurs de ce match ce matin dans nos colonnes et c'est une grave erreur. Tolofoa, il a été oublié. Mais effectivement, je te rejoins Lolo, il est décisif sur cet essai. Et moi, ce qui me d'ailleurs, je veux parler de lui parce que ce qui m'a beaucoup plu à Toulouse sur ce match, mais déjà à Basse la semaine d'avant et puis depuis le début de la saison, c'est leur faculté à négocier les situations de duel, les 1 contre 1. Quand on a vu Montpellier juste avant, quand on a vu Toulon la veille, le contraste c'est saisissant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pas le même rugby et je crois que Toulouse est dans le vrai, c'est-à-dire des joueurs qui cherchent les intervalles, qui jouent des situations de duel autrement que de manière préétablie, c'est-à-dire en s'adaptant à ce qu'il voit en face. Et ce que fait Tolofoa, pour revenir à lui, sur le premier essai, je crois que c'est O'Brien, non, qui est assis complètement par l'arrêt, le crochet extérieur de Tolofoa. C'est splendide, quoi. C'est pas je sais pas qui, c'est pas Villemc qui met le ballon sous le bras et qui va péter bêtement la défense adverse. Guitoun, après, qui n'est même pas touché, effleuré, pas touché ni une main, ni 2 mains, ni un doigt par l'arrière irlandais sur son 4 deb. Enfin, c'est de toute beauté et c'est ça qu'on a envie de voir. Et je sais pas si ça fera de Toulouse un champion de France cette saison, ni même un finaliste, ni même un quart de finaliste de Coupe d'Europe parce que le chemin est encore long. Mais en tout cas,
dans cette philosophie-là, qui colle évidemment avec la qualité de leurs joueurs, c'est plaisant. En tout cas, c'est beau à voir jouer. Arnaud, toi qui t'es régalé à Newcastle. Non, mais moi, j'aime ta prudence. Je ne sais pas si le Stade Toulousain sera champion. J'aime beaucoup cette prudence. J'ai eu une petite discussion avec Franck Azema il n'y a pas longtemps, et il me disait, mais l'année dernière, on a eu beaucoup de blessés de ça, mais il me dit, souviens-toi, en décembre, on gagne au Saracens. Et j'ai dit, oui. On disait clairement, champion d'Europe, La Rochelle, champion de France. On a vu la suite. Toujours la vérité d'octobre, c'est pas celle de juin. Et quand Laurent parlait il y a un mois de jeu de main, jeu de Toulousain, il disait prudemment, il faut attendre. Après, il a fallu attendre un mois avant de revoir un match du Stade Toulousain. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a eu Castres, il y a eu d'autres matchs où c'était beaucoup moins... Prudence. Ça dépend aussi de l'adversaire. Hein. Il y a des adversaires contre lesquels il est plus facile de jouer que contre d'autres. Hein. Après, visiblement, j'ai pas vu le match du Stade Toulousain, mais j'ai l'impression qu'on a retrouvé un peu le Stade Toulousain d'il y a 15 ans avec on joue les ballons de récup, on s'adapte et surtout sur l'essai de la victoire, quoi. Et puis on fracasse devant quand il y a besoin. Exactement. Ouais. Une recherche perpétuelle, ce que disait Clément, de la continuité du jeu debout. Toujours des partenaires au soutien. Enfin, c'était vraiment franchement l'essai de Guitoun et le dernier de Médard, tout le monde était debout dans le stade. C'était des essais de jeux vidéo, quoi, magnifique. Ouais. Après, voilà, effectivement, c'est plaisant. Souvenons-nous, tu l'évoquais, Lolo, le match contre Castres. Moi, j'ai le souvenir d'un autre essai fabuleux. Je crois que c'est le petit Bonneval qui le conclut. C'est une touche jouée rapidement par les Toulousains pratiquement sur leur ligne d'en but à eux, et ils marquent un essai de 100 mètres magnifique conclu par c'est ça, c'est Médard qui passe au petit Bonneval. C'est juste quand même pour dire que on a le sentiment, je ne vais pas dire que les joueurs ont carte blanche sur le terrain, mais qu'il y a une immense liberté de prise d'initiative. Ramos est un joueur qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un buteur fantastique dans le sens où il n'est pas à 90%, il en rate quelques-unes, même si hier il a passé celle qu'il ne fallait pas rater justement. Mais en revanche, c'est un mec qui... 3 fois sur 4, si c'est jouable, si c'est possible, va tenter la relance, que ce soit avec ses pattes ou en cherchant une solution avec ses partenaires, plutôt que de taper un jeu au pied. Et rien que ça, voilà, ça en dit long sur lui, Colby, UG, Médard. On sent quand même qu'il y a des mecs qui retrouvent du plaisir sur le terrain. Je crois que c'est Médard, non, qui disait, Lolo, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pris autant de plaisir sur un match de rugby, et ils en prennent et ils en donnent, quoi. Franchement, c'était beau à voir jouer hier. Mais il disait surtout qu'il avait rarement vu un stade en fusion comme hier, alors que pourtant il a connu quelques grandes heures du Stade Toulousain avant. Mais là, c'était vraiment particulier hier soir, surtout après le coup de sifflet final, avec une vraie communion entre les joueurs et le public toulousain, quoi. Toi, tu les vois aller loin, Lolo ? Honnêtement, je les vois éventuellement se qualifier parmi les 3 meilleurs deuxièmes. Je pense que le Leinster à l'arrivée sera devant, parce qu'ils sont quand même plus forts. Mais là, ça se jouera sur la confrontation face au Waps en décembre. Il faut gagner là-bas, quoi. Ouais, Toulouse peut gagner là-bas. Et après, allez savoir si jamais Basse bat le Leinster, ce qui est pas totalement impossible. Pourquoi pas, hein, ils peuvent terminer premiers. Hein. Je pense qu'ils gagneront pas en Leinster, ça c'est sûr. Après, si tapent 2 fois les Wasps et 1 fois Basse, ça fera 5 victoires. Bon, on peut terminer premier avec 5 victoires. Mais c'est faible, les Wasps, parce qu'ils sont en 3e quand même de Premiership. Ils sont 3e de Premiership, mais enfin depuis quelques semaines, là c'est pas terrible. Ils avaient perdu chez eux contre Gloucester, je crois, il y a pas longtemps. Derrière, ils prennent une raclée monumentale au Leinster, et là ils concèdent quand même un nul devant Basse. Donc j'ai l'impression comme ça que c'est quand même les plus friables de la poule jusqu'à présent, quoi. Ils ont perdu 2 joueurs importants. Ils ont perdu Lunchbury, leur deuxième ligne internationale, et Robson, leur demi de mêlée, pour des longues durées. Et leur ailier, dont le nom m'échappe, Christian Wade, qui est parti de manière surprise, jouer au football américain. Donc ça fait 3 joueurs majeurs de leur équipe qui ont disparu, quoi. Donc il y a effectivement un coup à jouer, certainement pour Toulouse, qui croisera Castres en quart de finale de la Coupe d'Europe et qui perdra, hein, Lolo. Ah bah ça c'est écrit de toute façon. Ça jouera au stadium, mais ça changera pas. Ça changera rien. Moi, les Castriques ont fait un beau match aussi, il faut le dire. À 14 contre 15 pendant une mi-temps. C'est les deux exploits du week-end. C'est vrai que on s'est emballé sur la performance de Castres qui n'était pas dans le même registre au niveau. Non, mais c'était beau à voir parce qu'il y avait une solidarité incroyable de cette équipe qui est vraiment une équipe de lâche rien.
Mais bon, dimanche, c'était un autre spectacle. On n'a jamais dit ça. Non, rien, jamais dit. Solidarité, vertu, couilles, cœur, tout ça. Voilà, on a placé. On passe au deuxième sujet. C'est quoi le deuxième sujet ? C'est Toulon. Pour qui ça ne s'arrange pas, ils sont 12e en championnat. Le RCT a déjà quasiment dit adieu à la Coupe d'Europe, je crois, on peut dire, là, en perdant 40-14 à Édimbourg. Déjà, ils s'étaient inclinés d'1 point sur leur terrain la semaine dernière contre Newcastle. Toulon, c'est 7 défaites pour 2 victoires en match officiel cette saison, et c'est surtout un jeu qui inquiète. Puis en coulisses aussi, ça commence à bouger. Alors, on ne comprend pas forcément complètement. Le tweet de Mourad Boudjelal là, après le match... C'était le lien d'un dessin animé où Blanche-Neige fait le ménage. Bon, je pense que si j'étais entraîneur, ça ne me rassurerait pas complètement, mais je ne sais pas, Arnaud, Comprenne qui pourra, dirait le philosophe Clément Dossin. T'aimes bien, toi, Blanche-Neige, Arnaud ? Non, mais Blanche-Neige, alors après, pour connaître un petit peu Mourad Boudjelal, qui est quelqu'un d'impulsif, mais qui parle rarement pour ne rien dire. Mais est-ce qu'il tweet pour ne rien dire ? Non, il ne tweet pas non plus. Je ne sais pas, mais il est quand même assez... c'est quand même assez dans ses habitudes quand ça ne marche pas du tout sur le terrain dans son équipe. C'est l'écran de fumée. Le contre-feu. Le contre-feu. On va parler de moi, on va dire que je dis n'importe quoi pendant quelques jours. Comme ça, on ne parle pas de mon équipe, on la laisse se préparer à le match important contre La Rochelle. Voilà, moi, c'est l'analyse que j'en fais. Après, toi, tu ne vois pas de confusion. Je ne suis pas dans sa tête. Et après, je l'imagine très mal... même s'il peut changer d'avis, après avoir affirmé haut et fort, notamment dans les colonnes de l'équipe, qu'il laissera du temps à Collazo, qu'il ira en Pro D2 avec lui, etc. Après, on peut dire, j'irai en Pro D2 avec Patrice Collazo, c'est facile quand on se dit qu'on n'ira jamais. Si là, je ne pense pas qu'il ira en Pro D2, mais si ça continue à s'enfoncer, bon, peut-être qu'il se reposera des questions. Mais moi, je le vois bien, oui, avoir allumé un contre-feu, puis là, il ne répond pas, il fait le mort, ou alors la sorcière lui a donné la pomme empoisonnée, il n'est pas bien. Bon, voilà. Franchement, c'est l'analyse que j'en fais aujourd'hui, quoi. Moi, j'étais à Toulon ce week-end pour te donner une information aussi importante, avec un chauffeur de taxi qui m'a dit que si Collazo n'était pas toulonnais, il aurait déjà été viré. Oui, mais il est toulonnais. Et il est là sur la durée, soi-disant. D'après ce que dit son président. Après, la marge de manœuvre de Mourad Boudjelal, il y a quelqu'un qui me disait je ne dirais pas qui c'est, sinon ça ferait de la peine à un ancien sélectionneur de l'équipe de France, de la Coupe du Monde 2015. Mourad, il a tellement viré d'entraîneurs, il a viré 10 entraîneurs en 3 mois, maintenant, il ne peut pas, quoi. Mais surtout... Et voilà, donc il est un peu prisonnier de son personnage. Et puis là, franchement, je crois qu'il lui a mesuré que c'est une saison de transition, quoi. Surtout, Arnaud, et c'était le premier à le dire, s'il y a un ménage à faire, c'est peut-être pas au niveau du coach, mais il va pas virer toute son équipe non plus. Oui, voilà, ouais. Et voilà, il a on l'a beaucoup dit déjà, mais et c'est Olivier Mann qui le disait aussi dans les colonnes de l'équipe. Il disait, est-ce que le Toulon a une équipe aujourd'hui pour être dans le top 6 du top 14 ? Pas sûr. Est-ce qu'il est à sa place pour autant en étant 12e ? Certainement pas non plus. Voilà, c'est aujourd'hui une équipe qui doit se situer entre 7 et 10, on va dire, qui a des joueurs de renom. Ah oui, quand même. Oui, mais qui a beaucoup de trous. Mais qui a des trous, et surtout dont les joueurs de renom sont... on s'acharne sur lui, le pauvre, mais... je me souviens on était très critique envers Nonou au début quand il est arrivé, mais Nonou, quand il est arrivé, il était... c'était la moitié de Nonou. Aujourd'hui, Savea, c'est le quart du tiers, du 8e de Savea. Ouais. Et il est méconnaissable. J'ai en tête un en avant grotesque sur une passe de Fekitoa ce week-end où il est tout seul à l'aile et il dégueule le ballon. Enfin, il n'est pas dans son assiette, quoi. Et voilà, tout ça pour dire que... En même temps, les passes de Fekitoa, il faut les récupérer. Il faut avoir fait l'école du cirque. Celle-là, pour le coup, était correcte. Fekitoa qui est un All Black aussi. Qui est un All Black aussi, voilà. Bon, il y a une très belle ligne de 3/4. Bastaro qui faisait son retour, qui a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Mais c'est Enfin, bon, d'abord, ça manque de qualité au niveau des joueurs. Et puis, non, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre où veut en venir cette équipe dans le jeu. Autant quand Collazo était le coach de La Rochelle, il y avait des lignes directrices très claires. C'était une équipe qui
fracassait la ligne d'avantage systématiquement. Et qui remontait le ballon de loin par les avants. Qui remontait aussi le ballon de loin, qui avait des joueurs devant qui étaient capables de faire du lien aussi. Antonio Kovu pour les gros porteurs et puis Vito pour mettre un peu de lien là-dedans. Alors on a bien compris que Van der Merwe ça devait être le Antonio du RCT, mais bon, il n'a pas non plus peut-être la même capacité de déplacement, il est rincé. Il a une deuxième ligne. Très très bon joueur Van der Merwe, attention. Oui, d'accord, mais bon. Mais il joue tous les matchs. Il joue trop. Ils n'ont pas une deuxième ligne de haut niveau. Ils ont une troisième ligne qui les pauvres. Ils ont 12 blessés en troisième ligne. Enfin bref, ils ont aligné un 8 qui avait 18 ans ce week-end, qui était d'ailleurs plutôt correct. Tout ça pour dire que voilà, ça fait pas. Un 8 qui n'a pas 8. Un 8 qui a deuxième ligne. Voilà. Qui a 18 ans. Et puis alors, parfois on dit 18 ans, et puis le mec il a 21, 22. Non, lui il a eu 18 ans en juillet. Et donc puis moi, pour conclure là-dessus, je rejoins encore une fois Olivier Magne dans son analyse qu'il avait faite chez nous sur la charnière. Je pense qu'il, pour l'instant, de ce qu'on voit, la charnière n'est pas au niveau. Rhys Webb s'est blessé tôt dans la saison, le demi-de-mêlée international gallois. Derrière, Anthony Méric et Escande sont deux corrects joueurs, mais ça. Puis Méric, c'est surtout un correct joueur qui est blessé. Qui est blessé maintenant. Ouais. Et puis il a toujours pas trouvé son ouvreur, quoi. Et le pauvre Carbonel, moi je l'ai trouvé plutôt correct. Et voilà, maintenant il joue plus depuis que Bello et Trinduc sont revenus. Ils se partagent le poste et c'est pas bon. C'est pas bon. Laurent, toi tu aimes Blanche-Neige ? Ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Il y a un mec qui s'appelle Simpley, il est marrant. Non, je sais pas, j'ai pas bien compris non plus. Effectivement, ça laisse penser à un grand ménage, mais bon, effectivement, je rejoins Arnaud, je vois pas Boudjelal s'amuser à ça aujourd'hui. Non, après, moi je dis ça, je n'ai pas non plus la certitude absolue. Ce qui est rigolo, c'est la réponse de sa femme. La femme de Boudjelal a répondu au tweet de son mari en mettant un autre extrait de Walt Disney. Moi, je pensais qu'ils étaient plus Rahan et compagnie dans la famille Boudjelal, mais en mettant un autre extrait de Walt Disney du serpent du livre de la jungle qui dit « Aie confiance ». Alors, à qui elle dit ça ? Elle dit « Aie confiance à qui ? À Boudjelal, aie confiance en ton coach, à Collazo, aie confiance en tes joueurs ». Enfin, on ne sait pas trop, mais ouais, c'est vrai que on l'a dit ou on l'a pas dit qu'il recevait La Rochelle dimanche ? On l'a pas dit. On l'a pas dit. Et ils reçoivent La Rochelle dimanche dans un match qui en plus va ajouter au contexte pour Collazo émotionnel, même s'il lui dira mais non, j'en ai rien à foutre, mon huc sur la commode. Ça va être coton, je pense, ce match pour les Toulonnais. Guirado jouera ou pas ? Ah oui, Guirado et Van der Merwe devraient jouer. Qui était au repos. Et puis 13 autres quand même. Ouais. Parce qu'il m'a l'air assez fatigué aussi. Guirado ? Ouais, en effet. Non, il a été bon contre Newcastle au dernier match. Mais il joue pas beaucoup de toute façon. Hein. Là, tu peux pas dire qu'il est usé. C'est sa saison l'année dernière qu'il a usé, le pauvre enfant. Mais là, il a pas un temps de jeu énorme, quoi. Ouais, après, il est peut-être usé mentalement. Non, mais lui et Van der Merwe, clairement, ils ont été préservés pour La Rochelle, quoi. De toute façon, c'est le match. Franchement, après avoir perdu à la maison le premier match de Coupe d'Europe contre Newcastle, c'est vrai que, bon, ils pouvaient espérer peut-être aller faire un truc à Édimbourg. Ils l'ont pas fait, ils en ont pris 40. Clairement, des deux matchs entre celui d'Édimbourg et celui de La Rochelle, il n'y a pas photo, c'est celui de La Rochelle, quoi. Parce que toi, tu disais, Arnaud, hein, La Rochelle, ça lance une série en top 14 de 4 réceptions en 5 matchs. Donc, a priori, pour le RCT, c'est le début de la remontada. Mais là, si tu te fais démontado là, au premier match, t'es pas bien. Il faut gagner les 4, quoi. Ouais. Si tu gagnes les 4, tu retrouves les ventre mou. Ouais. Mais toi, Arnaud, qui les suit, tu trouves que ça sent un peu mauvais ou c'est un début de saison raté C'est pas un début de saison raté, c'est une équipe très moyenne. Ouais. Qui est très moyenne, qui joue mal. À un moment, ça peut pas faire 5 points, 5 matchs. Hein. Ouais, ça fait quand même un début de saison très raté quand même. Oui, mais... Quand t'es 12e et que tu t'as... Non, mais c'est très raté quand t'as une équipe formidable qui est nulle. Et là, c'est une équipe très moyenne. C'est quand même curieux. À chaque j'ai toujours peur qu'on m'annonce que Laurent Campistron va jouer arrière au RCT. Il en change chaque semaine. Tu dis qu'on en parle de plus en plus à Toulouse. Tu pourrais, non, Lolo, t'es en forme. Carrément, ouais. Bon. Carrément, je pourrais, ouais. Non, on citera pas non, mais tu courrais peut-être aussi vite que certains qui jouent avec le numéro 15 dans le dos en ce moment au RCT. Mais on citera pas de nom. Non, on citera aucun nom. Donc avant d'être trop méchant, on va changer de sujet. Parce que là, on va être très gentil, tiens.
Oui, là, ça va être bien plus sympa. Dernier sujet, c'est l'équipe de France. Le sélectionneur Jacques Brunel a annoncé la liste de joueurs qui affronteront dans l'ordre l'Afrique du Sud, l'Argentine et les Fidji. Ça a déjà été très méchante. C'est bon, on peut s'arrêter là. Les 10, 17 et 24 novembre. On attendait que le Sud-Africain de Montpellier, Paul Willemse, et le Fidjien de Clermont, Alivereti Raka, y figurent, et puis finalement non. Alors, on rappelle juste qu'en rugby, il suffit pour l'instant de ne pas avoir joué pour une autre sélection et de résider depuis plus de 3 années consécutives dans un pays pour avoir le droit d'être appelé dans son équipe nationale. Alors, je dis pour l'instant parce qu'à partir de 2021, je crois que ça passera à 5 ans de résidence dans le pays. Finalement, il n'y a pas eu de Paul, il n'y a pas eu d'Alivereti, il y a même eu un rappel du président de la fédération, Bernard Laporte, à base de pas de bras, pas de chocolat, pas de papier français, pas de sélection. Mais ça rime moins. Alors ça paraît un peu bizarre, parce que, vous me confirmerez ça, hein, les messieurs, mais ça semblait quand même bien dans les tuyaux, ces sélections, c'était bien parti. Après, c'est juste vrai que c'était une promesse de campagne du candidat Laporte de plus appeler de nouveaux étrangers. Ça règle, c'est passeport français, on peut jouer, pas passeport français, on peut pas jouer. Sauf à 7, apparemment, hein, puisque Ezeala on va en reparler, est espagnol et n'a pas de passeport et a été appelé. Bref, Clem, ces non-sélections, toi, normal, pas normal, chelou Alors, avant qu'on m'accuse d'anti-laportisme primaire, moi, je suis en phase avec cette décision philosophique, on va dire, de ne pas sélectionner, d'essayer de ne plus sélectionner autant que possible de joueurs étrangers. Effectivement, c'est pas rétroactif, on va plus dire à Leroux, Vakatawa et Spedding, Cocotte et Antonio, on vous sélectionne plus. Ils ont des passeports français. Pas tous. Non, pas tous. C'est là où ça rajoute encore Spedding, Vakatawa, oui. Spedding, Vakatawa, oui. Antonio, faudrait vérifier, j'en suis pas certain. Enfin bref. Mais bon, eux ont déjà, ils ont déjà porté la pintade sur le cœur. Ils chantent la Marseillaise, c'est très beau, il y a aucun problème. Ils continuent à jouer. Non, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, je comprends rien. Je ne comprends rien parce que même si aujourd'hui il prétend revenir, être droit dans ses bottes et continuer sur la ligne d'une promesse de campagne, Bernard Laporte a dit non pas tout et son contraire, mais il se faufile comme tel un serpent entre les obstacles pour un jour dire une chose, le lendemain dire une autre chose. Il avait dit à un moment, à partir du moment où la demande de passeport a été lancée, c'est bon. Parce qu'il avait très 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 envie de voir Raka en équipe de France notamment, à un poste, au poste de 3 quarts, où effectivement il n'y a pas non plus une foule de candidats qui se bousculent. Rappelons que sur la liste qui vient d'être annoncée, il y a un seul ailier de métier qui est Teddy Thomas, c'est le seul. Bref. Et puis maintenant, de nouveau, le retour au passeport. Je tiens quand même à rappeler ici, de manière tout à fait officielle, que contrairement à ce qu'a prétendu Serge Simon chez nos confrères de RMC, oui, ce n'était pas des supputations de journalistes, oui, Paul Willemse était bien sur la liste couchée par Jacques Brunel. C'est important de le dire, c'est vrai, c'est une certitude. Cette information que nous avons sortie dans les colonnes que Renaud Borel a sortie dans les colonnes de l'équipe le dimanche était, en tout cas à cet instant-là, une vérité. Ça a commencé à créer un début de polémique et Bernard Laporte est ensuite revenu sur cette décision avec le sélectionneur en lui demandant de ne pas le sélectionner. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Bref, donc on navigue à vue, en fait, concrètement, même au plus haut niveau fédéral. On va un peu dans le sens du vent, de la girouette. Là, on regarde le coq s'il se tourne à droite ou à gauche, et puis on va dans ce sens-là. Donc ça m'exaspère. Et puis tu l'as cité, Ezeala. Donc là, c'est une incohérence. On parle même pas d'une incohérence passée, on parle d'une incohérence là tout de suite dans le présent. Ezeala, comme tu l'as dit, est espagnol, le jeune ailier de Clermont. Il a été retenu, lui, dans une liste de joueurs pour le rugby à 7. En gros, il y a un squad de joueurs professionnels dédiés au 7, mais comme c'est une année de qualificatif pour les Jeux Olympiques, l'entraîneur du 7 a la possibilité d'aller piocher à droite à gauche dans les clubs des joueurs qui ont le profil rugby à 7, dont Ezeala. Donc c'est à n'y rien comprendre, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. Donc là, voilà, prétendre que la règle c'est pas de passeport, pas de chocolat, comme tu disais, je pense que c'est au mieux un foutage de gueule intégral, en fait. Tu penses pareil, Laurent ? Oui, ça change trop souvent pour qu'on prenne ça au sérieux, quoi. C'est un peu du n'importe quoi, quoi. Je rappelle cette phrase. Elle était très claire, celle-là. On est juste après l'élection de Laporte, en janvier 2017. Il y a World Rugby qui vient en visite à Paris pour la candidature France 2023.
Laporte, ouvrez les guillemets, j'ai dit à Bill Beaumont, donc le président de World Rugby, que nous avions pris la décision politique de ne plus faire jouer de joueurs étrangers en équipe nationale. C'est clair, c'est même pas une question de passeport, pas de passeport, ceci, cela. Bien sûr, ce n'est pas rétroactif, ceux qui jouent actuellement avec les Bleus pourront continuer à jouer. Donc voilà, mais donc aujourd'hui, je veux dire, moi le problème que ça me pose en fait, c'est que n'importe quel étranger, surtout s'il est sportif de haut niveau, peut obtenir un passeport en fait. Mais oui. Donc c'est sûr, ça rallonge les délais, mais... Oui, mais à partir du moment où tu es français, tu es français. Que tu sois né à Montluçon ou à Suva, si tu es français, tu es français. Moi, en revanche, je suis tout à fait d'accord avec Bernard Laporte. Pas d'étrangers en équipe de France. Alors, au motif que ça nous vienne il y a 100 ans, oui, mais il y a 100 ans, il y avait la peine de mort, il y a 100 ans, il y avait tout. On évolue. Et on pleure, et on n'a pas de joueurs français, et on n'a pas ci, et on n'a pas là. Et là, on fait rentrer les joueurs à tour de bras. Alors, l'équipe de France de foot, ils sont nés en France, ils sont nés en Afrique, ils sont français. Oui. Ils sont français, voilà, point. Ouais, mais ils sont français. Là, Vincent de Batty, belge, qui a fait une belle carrière en équipe de France, une quarantaine de sélections, belge. On dit le belge, non, Vincent de Batty. Il a fait un jour le choix, il a dit je deviens français. Il n'y a pas d'accord avec la Belgique, il n'est plus belge depuis ce jour-là. C'est-à-dire que toute sa famille est belge, lui il est français. Ok, sélection équipe de France, il est français, il a une équipe de France. Lui, il a fait un vrai effort. C'est pas pour jouer au rugby qu'il est devenu français, il a dit je suis français, je suis marié avec une française. Quand il va en Belgique, ben, il est étranger. Non, mais ce que je veux dire, Arnaud, Laporte, quand il dit ça il y a 2 ans, son problème, c'est un problème d'identification à l'équipe de France. Il le dit, je peux même vous rappeler ce qu'il disait sur Tuisova. C'est ça son problème. Le problème philosophique, c'est ça. C'est, en gros, si demain, en équipe de France, Vakatawa passe la balle à Raka, qui la passe à Spedding, qui la passe à Antonio pour un essai de cocotte, ça pose un problème d'identification de nos jeunes Français et aussi des formateurs et aussi des jeunes joueurs de talent français qui se disent merde, mais aujourd'hui, en gros, si je suis pas né à Suva ou à Stellenbosch, j'ai moins de chances de jouer en équipe de France. Bon. Donc, je te coupe, parce que là, tu ne parles que de gens qui sont arrivés adultes, et c'est ça la différence quand je parlais de foot. Mais donc, nos jeunes footballeurs, et oui, ils sont arrivés dans des vagues migratoires enfants en France, aucun problème, mais parce qu'ils ont grandi ici. Mais donc le problème, c'était un problème d'identification. Ok. Tu dis, on va durcir ça. Et le symbole de durcissement, c'est le passeport. Mais pour moi, c'est une fausse justification, parce que demain, qu'est-ce qui va empêcher... J'ai noté son nom, parce que... comment il s'appelle Il s'appelle Gogichashvili, pour vous donner un exemple. Jeune pilier du Racing, qui apparemment est phénoménal, je ne l'ai pas vu jouer, mais il casse tout le monde. Il est tout jeune, il a 20 ans, je crois qu'il est en France depuis un moment. Lui, s'il fait sa demande de passeport maintenant, peut-être que dans 2 ans, il joue en équipe de France. Je n'aurais rien contre philosophiquement. Mais il est né en Géorgie, il a grandi en Géorgie, il arrive en France, je sais pas, à 18, à 16 ou peu importe. Ce sera le même problème. Et donc, sous prétexte de ce passeport, en fait, Laporte, il voit midi à sa porte, c'est-à-dire que, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'il sent bien que l'équipe de France, elle est en difficulté aujourd'hui, il sent bien qu'il faut y injecter des mecs de talent, il sent bien qu'un Raka, on n'en a pas. Et c'est vrai. Mais est-ce que, pour autant, il faut faire jouer ces mecs en équipe de France ? Moi, je suis plus d'avis, et dans un sens, on serait les rois des cons, parce qu'on serait les seuls au monde à le faire. Les Anglais le font pas, les Néo-Zélandais le font pas, les Australiens le font pas. Il y a que 2 ou 3 nations dans le monde, c'est l'Afrique du Sud, la Géorgie et l'Argentine qui n'ont pas recours aux étrangers. Mais, donc on serait les rois des cons, mais je pense que dans un sens... peut-être qu'il faut, en tout cas, si on veut être ferme, soyons-le vraiment, et de A à Z, et non pas sur une simple histoire de passeport, puisque n'importe quel jeune sportif de haut niveau français rugbyman pourrait être tout à fait jeune rugbyman de haut niveau étranger qui arrive en France jeune, puisque c'est le cas aujourd'hui, demande son passeport, il l'obtient et joue en équipe de France. Mais si Raka demain est français et qu'il traverse le terrain et qu'il dit mais attendez, vous me sélectionnez pas en équipe de France, je suis français, et qui va au tribunal, tu fais quoi ? Je sais pas. Non, mais c'est une vraie question. Je sais pas. Mais du coup, puisqu'on parlait de ça, ce que disait Laporte à Tuisova, on est en 2016, je crois. Tuisova lui avait dit fin juin, je peux jouer pour la France. En gros, c'est pour ça que je joue pas pour les Fidji, parce que je peux jouer pour la France. Réponse de Laporte, je l'adore ce gamin, il peut être le meilleur ailier du monde. Pourtant, je lui ai dit qu'il ne jouerait pas pour la France avec moi, président. Tu ne vas pas en cours de français, tu ne parles pas un mot de français et tu veux jouer pour la France. Mais mon père, quand il va le voir à la télé, il va l'éteindre. Et le père de Laporte, quand il va voir Raka en équipe de France, il va pas éteindre la télé. C'est pas exactement le même cas de figure. Alors je sais, on va m'opposer que Raka est marié à une Française. Mais il parle français, Raka, non ? Il parle français certainement mieux que Tuisova. Mais après, je veux dire, en gros,
soyons clairs, c'est du cas par cas. La politique de Laporte, c'est du cas par cas. C'est ça qui me dérange en fait. Du cas par raca même. Voilà. Laurent, vu que t'es pas là, on a tendance à te marcher sur la tête. Qui, moi? Oui. C'était juste pour te demander. C'était une façon de. C'est parce que je suis loin, c'est pour ça. Ben oui, c'est ça. Alors, passeport, pas passeport, tu en penses quoi? Avec le passeport, une fois, de toute façon, la question, visiblement, si on écoute Bernard Laporte, la question sera réglée une fois qu'ils auront le passeport, donc il les appellera. Ouais. Et sportivement, parce qu'on disait Raka, ça reste un phénomène. Je me demandais, Laurent Villemc, toi qui suis aussi l'équipe de France, on n'en a pas non plus des Villemc C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est pas en plus les deux postes. Effectivement, il y en a qu'un sur la liste, mais bon, il y a Damien Penaud qui fait de très bons matchs à ce poste depuis le début de la saison à Clermont. Il y a Max Médard qui est en pleine bourre aussi avec Toulouse depuis 2-3 semaines. Plus donc Teddy Thomas, ça me semble pas être les postes où on est le plus à poil entre guillemets. Deuxième ligne c'est pareil, il y a du monde. Entre Va, Maestri, Gabriag, bon ça tient quand même la route. Et puis derrière il y a un paquet de jeunes, Ituria qui peut jouer troisième ligne, Lambé qui est excellent à Lyon, Verhaeghe qui a été bon aussi. Je pense que la question se poserait plus sur des postes comme numéro 8 ou même à l'arrière aujourd'hui où on est, voire pilier droit, en attendant de voir ce que donne le petit jeune Bamba. Voilà, il y a des postes où on est un peu plus en difficulté, je trouve, qu'en deuxième ligne ou à l'aile. En fait, moi, pour finir là-dessus, mais j'espère que je ne vais pas passer pour un facho notoire, parce que c'est vraiment pas la question, et enfin, c'est pas le cas surtout. Je me souviens d'avoir vu Bentamé Founa chez lui en Nouvelle-Zélande en 2015. Il venait de signer au Racing. Et j'avais lu dans la presse néo-zélandaise qu'il avait évoqué comme ça l'idée que peut-être qu'un jour il jouerait pour l'équipe de France. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on en arrive en fait à des aberrations où les mecs n'ont encore même jamais foutu les pieds dans un pays, qu'ils se disent déjà, tiens là-bas, si je vais jouer là-bas, peut-être que je pourrais devenir parce que je suis barré chez moi. Parce que je suis barré chez moi, c'était le cas de Villemc. C'est cette aberration-là en fait que je trouve insupportable, et sans compter qu'on affaiblit. Alors c'est moins le cas pour l'Afrique du Sud parce qu'ils en ont des cheptels et vous secouez l'arbre et il tombe 14 deuxième ligne, mais c'est Raka, je veux dire Raka, je pense qu'il a sa place en équipe des Fidji, et à 7 et à 15 et à 12 et à 36. Donc on va affaiblir d'une certaine manière les Fidji. Après voilà, il se sent bien chez nous, il est marié à une Française, il a une petite fille, il a son passeport. Comment vous voulez lui dire non? C'est vrai, Arnaud a raison, c'est impossible. Légalement, c'est impossible. À partir du moment où la loi de. Mais voilà, et peut-être que World Rugby devrait aller encore plus loin. C'est cette question-là, en fait. La question, elle est pas, elle est peut-être à poser au niveau de la fédération internationale, quoi. Déjà, passer de 3 à 5, c'est, je pense, une bonne nouvelle. Et c'est Pichot qui a mené ce combat-là, argentin, pur sucre. Et lui, il comprend pas ça. Il comprend pas qu'on puisse pas jouer pour son pays, quoi. Très bien. Eh bien, on a fait le tour de tout ça. Enfin, pas complètement, mais on va se dire que pour aujourd'hui, oui. C'était l'Équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'Équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Arnaud Requena et Laurent Campistron. Merci à Sébastien Salis à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.